Merci beaucoup aux archives départementales de la Vienne de m'accueillir ce soir pour évoquer avec vous ce sujet peu connu, je pense, de l'architecture pénitentiaire. Donc on va aborder la justice par le biais de la peine et du travail de l'architecte à qui est confiée la difficile mission de créer les espaces dans lesquels vont être subies ces peines d'emprisonnement. Donc je vais me livrer à un exercice difficile qui est de faire une sorte de panorama général sur une période assez longue, mais qui permettra d'évoquer un certain nombre d'enjeux qui finalement se retrouvent d'une période à l'autre. On a des questionnements qui reviennent finalement sans cesse et qui sont liés bien sûr au sens de la peine. Alors évidemment, je commence ce panorama avec la prison d'Ancien Régime, puisqu'il est, on y reviendra, pendant longtemps, on a fait de cette césure de la Révolution française le début véritable de la prison pour peine et donc d'une véritable architecture pénitentiaire. Alors, qu'est-ce qu'un lieu d'enfermement sous l'Ancien Régime ? Il s'agit principalement d'un lieu dans lequel on attend le jugement ou on attend la sentence proprement dite. C'est-à-dire que c'est un lieu d'attente et la peine en elle-même est autre. Ça n'est pas resté entre les quatre murs d'un espace. Alors, ces lieux qui peuvent accueillir les détenus sur des périodes très courtes ou très longues, on le verra, sont souvent des lieux d'emprunt. On va utiliser des bâtiments qui ont à l'origine un autre usage. Et on retrouve parmi ces lieux d'emprunt beaucoup d'abbayes, comme ici le Mont-Saint-Michel. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est mis en avant lorsqu'on va le visiter, mais pendant longtemps, et dès l'Ancien Régime, c'est un lieu d'enfermement, une prison d'État. D'autres lieux sont assez naturellement convertis en prison, des lieux qui sont destinés à mettre en dehors du corps social des individus, ici en l'occurrence des individus malades, puisqu'on va avoir souvent des lieux où on a placé des lépreux ou d'autres maladies infectieuses qui deviennent des lieux de détention. Alors ici, je vous donne l'exemple de la ville de Caen. Vous voyez bien que donc on a le centre de la ville et puis la maladrerie se trouve vraiment à l'extérieur, ce qui permet d'isoler cette population indésirable qui potentiellement peut aussi être vecteur de maladies. Il y a la contagion morale du crime et la contagion physique, ce qu'on appelait à l'époque la fièvre des prisons. Autre élément assez facilement convertible en lieu de détention, les tours de ville ou tours de château, qui sont naturellement des lieux fortifiés qui assurent un degré de sécurité assez facile à obtenir. Bien sûr, des lieux plus importants comme des châteaux vont servir de lieux d'enfermement dès l'Ancien Régime. Je vous présente ici la forteresse de Loches. Si, bien sûr, nous prenons des exemples plus marquants, vous pensez certainement à la conciergerie, plus d'un millénaire d'usage pénitentiaire. Il faut savoir d'ailleurs que cet usage pénitentiaire s'est maintenu jusqu'en 1936. On a peine à imaginer qu'au XXe siècle, on a encore des détenus à la conciergerie. Bien sûr, vous pensez à la Bastille, qui est l'archétype de la prison d'Ancien Régime, et qui va participer d'ailleurs du développement d'un imaginaire autour de la prison d'Ancien Régime. Ici, vous avez notamment un dessin que je trouve particulièrement intéressant, puisqu'il nous présente donc la libération des prisonniers, le jour de la prise de la Bastille, où on voit qu'ils sont très nombreux dans une même pièce, et surtout, le détail que je trouve assez intéressant, ce sont les serpents qui s'échappent des profondeurs. Je suis à peu près sûre qu'il n'y ait jamais eu de serpent à la Bastille, mais ça fait partie de l'imaginaire post-révolutionnaire qu'on va construire autour de la prison d'Ancien Régime. Et puis aussi, il y avait très peu de détenus au moment de la libération des prisonniers. Alors, qu'est-ce que c'est que la prison d'Ancien Régime, si on essaie d'en élaborer les différentes caractéristiques? Alors, les mots qui reviennent assez facilement, c'est la salle commune, l'oubliette, le cachot, le fameux cul de basse-fosse. Ici, vous avez la représentation. Alors, encore une fois, c'est une représentation presque du milieu du XIXe siècle d'un détenu sous l'Ancien Régime. Et ce qui est assez frappant, c'est de voir cette architecture qu'on imagine gothique, ancienne, cet espace voûté, peut-être souterrain. Alors, les caractéristiques... C'est un lieu dans lequel règne l'arbitraire. J'imagine que la lettre de cachet vous évoque quelque chose. Il faut savoir que
sous l'Ancien Régime, les temps d'incarcération ne sont pas prévus à l'avance. C'est-à-dire que vous savez quand vous entrez, vous ne savez pas quand vous allez sortir. Et vous pouvez bénéficier de traitements matériels très différents suivant votre statut social. C'est ce qu'on a appelé la différence entre les pailleux, ceux qui sont sur la paille simplement, et les pistoliers, ceux qui payent la pistole auprès du concierge pour bénéficier d'un confort amélioré. Un lit, des couvertures, etc. La prison d'Ancien Régime, c'est aussi un espace de promiscuité et de mélange. On a des détenus entassés dans des pièces et qui ne sont pas séparés, c'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver des hommes mélangés à des femmes, des jeunes enfants mélangés à des individus matures et endurcis dans le crime, ou même des vieillards. Et puis, les différents niveaux de la procédure judiciaire ne sont pas séparés non plus, c'est-à-dire que vous avez des gens en attente de jugement et puis des gens qui sont condamnés déjà. Également, bien sûr, on attache à la prison d'Ancien Régime l'application de supplices corporels, c'est ce que je vous disais, sur ce principe d'une peine qui n'est pas l'enfermement, mais qui est autre chose que l'enfermement, notamment ces fameux châtiments, qui sont la peine en elle-même. On va être torturé, on va aussi subir les fers, les chaînes, mais qui peuvent être aussi des supplices additionnels, c'est-à-dire que ce sont des lieux dans lesquels il fait froid, qui sont marqués par l'humidité, l'absence de lumière. Un mouvement de réforme est en réalité amorcé dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, une réforme globale de la justice, pour l'amélioration de ces conditions de détention, justement parce que la peine d'enfermement tend à augmenter. Le nombre de personnes qui sont enfermées sont plus nombreuses. Généralement, c'était plutôt des gens qui étaient accusés, par exemple, qui avaient des dettes, et c'était ce qu'on appelait la contrainte par corps. Vous aviez aussi des peines qui étaient commuées, c'est-à-dire une femme qui était condamnée au bannissement ou aux travaux forcés pouvait subir sa peine sous une forme d'enfermement. De plus en plus de gens, donc, subissent une peine d'enfermement. Parmi les ouvrages qu'on peut retenir, parmi la littérature de l'époque qui pense un nouveau système judiciaire, on peut évoquer le travail de l'Italien Cesare Beccaria et son fameux Traité des délits et des peines, publié en 1765. Il pose un certain nombre de principes pour une nouvelle justice. Le système qu'il propose est fondé sur l'abolition des supplices corporels, voire même de la peine de mort. Il en sera question notamment pendant la Révolution française déjà. Et puis également des peines proportionnées aux actes punissables, et tout cela déterminé a priori, c'est-à-dire si je commettais l'acte, j'ai telle punition et je le sais à l'avance, je sais quand je sors. Et également aussi, ce qui est au cœur de cette réflexion, qui a deux origines, c'est-à-dire que se rejoignent à la fois l'esprit des Lumières et également la morale chrétienne traditionnelle, où on imagine qu'il est possible pour l'individu de se régénérer moralement avant d'être réinséré dans la société. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, l'idée que pendant le temps de la peine, l'individu va réfléchir sur son acte et ressortir meilleur. C'est toute l'utopie du système carcéral. Là, je vous ai mis une image qui évoque bien cette idée, où on va prier. La religion a un grand rôle dans la prison post-révolutionnaire, et vous voyez donc qu'il est, la scène est totalement théâtralisée. Du point de vue des décisions politiques qui sont prises, même si un certain nombre d'actes sont déjà antérieurs, on retient souvent l'ordonnance royale du 30 août 1780, qui concerne particulièrement une prison à Paris, qui est la prison de la Force, qui n'est pas tout à fait une construction nouvelle. En fait, il s'agit d'un ancien hôtel particulier qui va être réaménagé en prison, mais qui, au-delà de ce cas particulier parisien, a une portée générale. En fait, on trouve dans le texte des éléments généraux pour la construction à venir de bâtiments pénitentiaires. Donc on va instaurer un classement des détenus par sexe, par âge, on sépare les prévenus des condamnés, etc. On va interdire totalement et détruire les cachots souterrains. C'est cet imaginaire du cul de basse-fosse que j'évoquais avec vous, qui sont des lieux malsains pour la santé des prisonniers, puisque maintenant il ne s'agit pas de le faire mourir, il s'agit de l'emmener jusqu'à la fin de sa peine. Et également un acte très important, c'est la création d'infirmeries pénitentiaires, justement pour assurer la santé de l'individu. Du point de vue de l'architecture réellement, on a un certain nombre de réflexions des architectes de l'époque, en l'occurrence le théoricien de l'Académie d'architecture Jacques-François Blondel, qui dans son cours, alors publié en 1771, mais en fait c'est plutôt à partir des années 1750, pose un certain nombre de principes. Tout d'abord, une prison, bien sûr, doit offrir des garanties contre l'évasion,
ce qui veut dire que vous devez créer une enceinte, avoir des murs suffisamment solides. Les récits de la prison de la fin de l'Ancien Régime sont émaillés d'évasions extrêmement nombreuses. Les bâtiments ne sont pas sûrs. Autre principe, celui que je qualifie d'aériste, de circulation d'air et de lumière. Encore une fois, il faut pouvoir maintenir la santé des individus. Donc on va choisir de préférence des terrains, non pas enclavés dans le tissu urbain, mais plutôt en périphérie urbaine, préconiser plutôt de vastes salles où circulent l'air et la lumière, et puis bien sûr prévoir un certain nombre de promenades pour permettre que le détenu prenne l'air et puisse marcher un peu. Et notamment on va planter certaines cours de promenade, ça fait partie du discours de l'époque sur la régénération de la santé de l'individu. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on revient à ces espaces plantés, mais pendant longtemps les bâtiments pénitentiaires ont été extrêmement minéraux. Également, bien sûr, c'est un lieu de vie pour des individus qui, désormais, vont rester assez longtemps sur le site. Donc, on doit prévoir les aménagements nécessaires à la vie quotidienne des détenus. Donc, l'alimentation en eau avec des fontaines. Également, bien sûr, les besoins naturels, on y reviendra parce que c'est un gros problème en prison, les latrines. Et également, bien sûr, les dortoirs pour le coucher, les réfectoires pour manger et l'infirmerie que j'évoquais, entre autres espaces. Il s'agit bien sûr de recréer une sorte de ville dans la ville, un espace où tous les besoins sont assurés. Prévoir également le lieu de l'expiation et de la rédemption, c'est ce que j'évoquais avec la régénération morale, qui passe donc par la religion, donc il faudra créer une chapelle, et également aussi par le travail. On va astreindre les individus au travail. D'ailleurs, le discours de l'époque dénonce l'oisiveté du détenu. C'est souvent l'oisiveté mère de tous les vices qui l'a conduit à la délinquance. Donc il faut lui donner l'habitude du travail. La prison doit également être différemment conçue suivant les différentes catégories de prisonniers que vous devez accueillir. Ça a à voir aussi avec le temps d'incarcération. On essaiera d'enfermer différemment de simples vagabonds, puisque le vagabondage est réprimé dès avant, bien sûr, la Révolution française. On a la période au XVIIe siècle du grand renfermement, où on va enfermer dans les maisons de force et à l'hôpital général les mendiants, les personnages dont on ne peut pas suivre les déplacements et qui inquiètent. Je vous parlais des débiteurs, les détiers, détenus pour dette, et bien sûr des grands criminels qui resteront beaucoup plus longtemps, voilà, des murs différents. Encore une fois, l'architecte reprend les préconisations de l'arrêt des différents arrêts royaux pour une séparation des différentes catégories. Une qui est indépassable, la séparation des sexes, entre hommes et femmes. S'il y a une séparation qui est réalisée, ce sera celle-là. Et puis ensuite, au maximum, l'âge. La classe sociale va rester pendant le cours du XIXe siècle, notamment pour préserver éventuellement des individus connus qui pourraient être agressés par les autres détenus. Également aussi le statut juridique, prévenu, condamné, et bien sûr la gravité de l'incarcération. Autre élément qui nous intéresse aussi particulièrement, c'est la question de l'architecture et du visage bâti de la prison. On va développer une esthétique de la prison qui doit inspirer la crainte du châtiment. C'est ce qu'on appelle l'architecture parlante. C'est-à-dire que le bâtiment doit annoncer dès l'extérieur sa mission intérieure et effrayer le passant, en l'occurrence, pour qu'il n'ait pas envie d'y entrer en prison. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle aussi la théorie des caractères. Le bâtiment doit avoir le caractère approprié à sa fonction. Alors, ça passe par des éléments d'architecture. Là, vous avez un certain nombre d'exercices de style sur la question de la porte, parce que ça va beaucoup se concentrer sur la porte d'entrée. Donc, généralement, c'est ce qu'on appelle le style rustique, plutôt grossier, comme l'intérieur d'une grotte, avec des bossages qui vont être très marqués. Vous avez aussi ces colonnes baguées qui donnent cette impression de massivité, et qui reviendra souvent l'arc surbaissé notamment. Vous avez dans l'image juste ici, vous voyez un arc qui est écrasé, comme sur le poids de la faute. Et également aussi des éléments sculptés comme la pointe de diamant ou carrément en fait, des représentations de chaînes, de maillons qui inspirent la sûreté du lieu.
Des réalisations existent dès la fin de l'Ancien Régime, célèbres. D'un côté, donc, je vous présente la Force à Paris. Alors, il y a à la fois la Grande Force et la Petite Force, ça c'est la Petite Force. Et puis, une prison dont vous avez peut-être entendu parler, qui est la prison d'Aix-en-Provence, par un architecte qui est très important pour l'époque, l'architecte Ledoux, qui a été rangé parmi les architectes utopistes, si ça vous dit quelque chose. Donc, le projet qu'il présente, vous voyez, nous montre bien une prison avec des ouvertures aussi extrêmement réduites, comme des meurtrières, et puis des volumes extrêmement massifs. On a longtemps cru que ces exemples étaient un petit peu les seuls, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. En réalité, on peut trouver d'autres exemples de cette fin du XVIIIe siècle, notamment la prison de Lyon, Roanne. Alors, le palais de justice est lié à la prison. Ça, c'est quelque chose que vous avez pu sentir dans l'exposition. On pense ensemble le lieu du procès et puis le lieu d'exercice de la peine. Donc, sur la partie, c'est des bâtiments qui sont réaménagés. Ce n'est pas un bâtiment construit pour la justice. Donc, vous avez le palais de justice sur la gauche et puis la prison, vous la reconnaîtrez sur la droite, pour petites ouvertures, arcs surbaissés. Et dans l'exemple en dessous, la prison de Caen. Vous reconnaissez notre palais de justice avec sa colonnade. D'ailleurs, on dit que le présidial de Caen est l'un des bâtiments qui a lancé cette mode du palais de justice à colonnes, le fameux temple de la justice. Et sur la droite, vous avez notre prison, qui correspond bien à ce critère d'architecture parlante. Tout cela n'est pas qu'en façade, il y a aussi une réflexion en matière d'organisation interne du bâtiment. Là, vous avez un plan du présidial de Caen que je montrais juste avant, avec le palais de justice qui correspond à la forme en losange. Vous retrouvez la colonnade du côté de la rue. La prison, elle se situe sur la partie gauche de l'écran, où on a déjà des éléments d'une prison que j'appellerais moderne, à savoir notamment l'isolement qui est permis par le chemin de ronde, que vous pouvez identifier assez facilement, qui va permettre de limiter les évasions. Et puis, on voit aussi que l'espace est cloisonné pour permettre la séparation des différents détenus, également aussi dans les cours. Alors, vous avez les cours qui sont redivisés. Voilà. Je passe maintenant à toute la réflexion qui va être d'autant plus nourrie après la Révolution française, puisque traditionnellement on retient la date de 1791 comme vraiment la création de la peine privative de liberté, en tout cas la généralisation au sein du système judiciaire de la peine privative de liberté, qui devient le châtiment essentiel. La création donc d'établissements séparés, donc si vous ne connaissez pas, on a deux grands établissements, la maison d'arrêt pour les courtes peines et la maison centrale pour les longues peines, et puis la maison de justice qui est attachée au palais de justice pour garder les individus pendant le temps de leur procès. Donc on crée les maisons centrales en 1808, et si je saute un peu les dates pour arriver à ce qui nous intéresse sur l'architecture, une circulaire est rédigée en 1810 qui réaffirme cette idée d'un classement dans les prisons, alors qu'on qualifie de départementale. C'est un peu un mot valise pour évoquer les prisons qu'on trouve dans chaque département. Parce qu'il faut savoir que la responsabilité de la construction des prisons est une responsabilité départementale, ce qui explique que nous sommes dans le lieu idéal ici aux archives départementales pour évoquer cette question. C'est sur le budget des départements qu'on va construire les bâtiments, et tout naturellement, ce sont les architectes départementaux qui seront chargés de ces constructions. Alors, dans un premier temps, après la Révolution française, on a assez peu d'argent pour construire ces prisons dont on a besoin. Les prisons d'Ancien Régime sont évidemment insuffisantes pour accueillir tous ces nouveaux détenus. Donc on va d'abord faire du neuf avec du vieux, et on reproduit finalement la même chose que sous l'Ancien Régime, on va convertir des bâtiments. Alors, certains bâtiments qui avaient un usage d'enfermement sous l'Ancien Régime sont maintenus dans cette fonction, notamment un dépôt de mendicité en banlieue parisienne à Bicêtre. D'ailleurs, c'est étonnant au niveau du vocable, on va retrouver d'autres dépôts de mendicité en France qui s'appellent aussi Bicêtre, notamment à Poitiers, Bicêtre, et puis aussi dans le Nord, je crois de mémoire, à Amiens. Vous avez comme autre lieu d'enfermement ces fameuses tours de ville que j'évoquais, qui vont à nouveau être utilisées ou qui vont être maintenues dans cet usage. Je vous ai mis un exemple local avec Montmorillon, sur la droite, voilà, qui va être donc une tour de ville pendant assez longtemps au XIXe siècle. Pour ce qui est des maisons centrales, plusieurs vont être
accueillis dans des abbayes, notamment celles dont dépendent les condamnés jugés par les cours poitevines, c'est Fontevraud, puisque dans le département de la Vienne, il n'y aura pas de maison centrale. Les détenus seront envoyés à Fontevraud. Alors, les bâtiments de l'abbaye vont être modifiés au fil du XIXe siècle, et notamment, vous avez ces cheminées d'usine qui marquent bien la fonction, le travail, en tout cas, qui était très très fort dans les maisons centrales. On mettait les détenus, ils étaient d'ailleurs condamnés à travailler, ça faisait partie de leur peine. Pour ce qui est donc des autres types de bâtiments, les couvents, et là c'est l'exemple poitevin que j'ai inséré ici, le couvent de la Visitation qui va devenir la maison d'arrêt de Poitiers. C'est à l'emplacement de la Poste. Alors c'est étonnant parce qu'à Tours aussi, je viens de Tours, et l'ancienne prison a laissé place à une poste. C'est pas au même moment, mais en tout cas on a ces strates urbaines qu'on retrouve. Ce couvent, dont il reste le portail qui a été déplacé pour faire l'entrée du cimetière, d'après ce que j'ai lu dans le catalogue. Et pour ce qui est de l'organisation de l'espace, il faut voir que les couvents se prêtent assez bien à l'aménagement en prison, du fait de l'existence de cellules, les fameuses cellules de moines, mais ce n'est pas tant ça qui est important, c'est d'avoir déjà les espaces de la vie en commun, c'est-à-dire le réfectoire, une cour pour se promener qu'on va pouvoir subdiviser, et puis tous les lieux, la cuisine, la lingerie, puisque c'est déjà un univers qui doit s'autosuffire. Voilà. Bien sûr, à cette époque, on pratique un enfermement en commun. Alors, j'oubliais évidemment de vous le dire, mais si on réutilise les abbayes ou les couvents, c'est bien sûr parce que la Révolution française a réquisitionné les biens de l'Église et on puise abondamment dans les biens nationaux. Ça ne veut pas dire que certaines constructions neuves n'ont pas été réalisées. Ici, je vous en mets une, c'est la maison d'arrêt de Mont-de-Marsan, dont nous avons la chance d'avoir encore les bâtiments qui sont protégés au titre des monuments historiques. Et vous voyez à quel point on retrouve... Alors, c'est une toute petite prison. Vous voyez, vous avez quelques cellules, quelques salles communes, dirons-nous plutôt. Et puis, cette façade qui est plaquée, en fait, sur un bâtiment ancien qui correspond tout à fait à ce que je vous disais de l'architecture parlante. On va aller chercher, pour créer une prison qui réponde parfaitement à l'objectif qu'on s'est fixé, de régénérer moralement les individus. Au début du XIXe siècle, on allait chercher des exemples partout en Europe, en Angleterre, et puis aussi aux États-Unis. Les États-Unis sont un pays neuf dans lequel le problème de l'immobilier se pose assez peu. On a des vastes étendues, on peut faire des expériences. Du coup, on va envoyer des émissaires. Vous allez retrouver des noms connus, puisque Alexis de Tocqueville et Gustave de Beaumont vont être envoyés en 1831 pour étudier le système pénitentiaire américain. Et quelques années plus tard, on va envoyer un juriste pour les étudier avec plus de précision, et surtout, on va envoyer un architecte chargé de relever les plans de ces prisons américaines, Guillaume Abel Blouet. Aux États-Unis sont expérimentés 2 systèmes d'enfermement cellulaires. Donc, enfermement individuel. C'est ça qui va beaucoup intéresser les spécialistes de sciences pénitentiaires dans le premier tiers du XIXe siècle. Alors là, je vais sortir un peu des noms savants, mais on va les dédramatiser tout de suite. C'est ce qu'on appelle donc le système auburnien et le système pennsylvanien. Alors, dans le système auburnien, tout simplement du nom de la prison d'Auburn dans l'État de New York, on va tester un enfermement qui est cellulaire uniquement la nuit, c'est-à-dire les détenus sont séparés pendant le sommeil. Par contre, ils vivent une vie en commun dans la journée, dans des réfectoires, dans des ateliers. Et bien sûr, la contrepartie, c'est qu'ils vont vivre cette vie en commun dans le silence le plus absolu, puisque l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de contagion morale entre les différents individus, que ceux qui sont endurcis dans le crime contaminent ceux qui peuvent être encore sauvés. Alors, qu'est-ce que ça donne d'un point de vue architectural? On va avoir cet archétype de la prison où on a, comme un effet de nef, vous avez un couloir qui monte de fond, c'est-à-dire vous n'avez pas de séparation, et vous avez un étagement de galeries cellulaires avec une coursive d'accès pour chacune des cellules. Alors là, il s'agit de cellules dans lesquelles on ne passe que le temps du sommeil. Donc, vous voyez, la distance entre les portes elle est assez réduite, ce sont des petits espaces. Et pour ce qui est donc de la vie en commun, vous voyez, là on fait ça à l'américaine, donc c'est un immense réfectoire où on prend le repas dans le plus parfait silence. En tout cas, c'est la règle qui est imposée.
L'autre système qui est étudié aux États-Unis, c'est le système qu'on qualifie de pennsylvanien parce qu'il va se développer dans l'État de Pennsylvanie, notamment à Philadelphie, au Eastern State Penitentiary. Et l'idée, cette fois-ci, c'est de séparer les individus pendant la totalité de leur peine et pendant la totalité de la journée. C'est un enfermement absolu de jour et de nuit. Donc, ce mode d'enfermement nécessite que la cellule soit plus grande et puisse permettre de réunir tous les besoins du détenu dans sa vie quotidienne. Ça pose des problèmes architecturaux beaucoup plus importants que notre système auburnien. Et notamment, alors, vous avez différentes ailes de détention, un premier petit rectangle qui correspond à l'espace de la cellule, et vous en avez un second. Alors, qu'est-ce que c'est que ce second rectangle? En réalité, c'est une cour de promenade qui est directement connectée à la cellule, parce que tous les aspects de la vie quotidienne doivent se faire en cellule. Donc, au moment de la promenade, on ne déplace pas le détenu, il ouvre une porte et il a une cour pour se promener. Donc, c'est un système qui est gourmand en espace, puisqu'on peut le développer qu'à rez-de-chaussée. Pas d'étage. Et bien sûr, se poseront un certain nombre de problèmes sur lesquels je reviendrai par rapport à l'évacuation, notamment des matières excrémentielles et la question de l'alimentation en eau, qui vont être des détails peut-être comme ça a priori, mais extrêmement importants. Voilà, là vous avez une vue un peu plus rapprochée, vous voyez ce que ça donne, ces petites courettes de promenade qui sont attenantes aux cellules. Vous attendez sans doute que j'évoque un autre modèle, cette fois anglais, c'est le fameux panoptique. C'est peut-être un mot que vous avez déjà entendu, qui a été très popularisé par Michel Foucault dans Surveiller et punir. Alors, les deux influences vont se mêler pour aboutir au modèle architectural qui va se développer dans la seconde moitié du XIXe siècle. Mais le modèle panoptique, en réalité, est antérieur aux réflexions américaines, mais c'est une réflexion architecturale, ce n'est pas une réflexion en termes de régime de détention. Alors, le modèle panoptique est mis au point à la fin du XVIIIe siècle par un philosophe utilitariste anglais, Jeremy Bentham. Ce qui est intéressant à retenir, c'est que le système, c'est un principe d'organisation de l'espace et d'organisation de la société qui ne s'applique pas nécessairement à la prison. Son objectif initial, c'est de créer une manufacture, c'est-à-dire de surveiller les personnes en train de travailler, ce que je trouve assez intéressant à souligner. L'idée, c'est qu'on va essayer de créer une forme architecturale et un système qui permettent une économie de moyens en termes de surveillance. Et l'idée, c'est qu'à partir d'une tour centrale, dans laquelle vous placez le surveillant, en faisant un tour sur lui-même, il va pouvoir surveiller tout ce qui se passe dans un bâtiment annulaire où on a une division en cellules. Donc, en faisant un tour sur moi-même, je peux voir les individus dans les cellules avec un jeu assez complexe de contre-jour, de manière à ce que, surtout, le surveillé ne sache pas qu'il est surveillé, pour qu'il intègre la surveillance, en fait, et qu'il s'auto-régule. Voilà. C'est un système d'emboîtement de surveillance, parce que notre surveillant qui est dans la tour, il est surveillé par le directeur qui se trouve au sommet de la tour. Voilà. L'idée aussi de Bentham incorpore une idée aussi de monstration, c'est-à-dire que cette prison, on va pouvoir la visiter pour constater que le processus de régénération morale est bien en cours. Et la religion, évidemment, n'est pas absente non plus, puisque cette tour centrale de surveillance accueillera assez vite la chapelle. D'où l'image que je vous montrais tout à l'heure, qui est reproduite juste en face du panoptique dans l'ouvrage de Michel Foucault. Alors là, il faut faire très attention parce que ce mot panoptique a été mis à toutes les sauces et on va voir ensemble que ce n'est pas parce qu'on a imaginé ce système qu'on a pu le réaliser en pratique. La réalisation que je vous montre ici, qui est assez conforme au modèle de Bentham, vous voyez la date, 1926. Ce n'était pas une mince affaire en termes d'architecture que de construire ce panoptique, notamment en termes de couverture. C'est-à-dire qu'il faut avoir les moyens techniques qui vont permettre de couvrir ce bâtiment, parce qu'on n'habite pas tous au sud de l'Italie, donc il faut pouvoir chauffer le bâtiment, et les architectes vont être assez sceptiques par rapport aux possibilités de chauffer un tel bâtiment, outre le fait de le couvrir. Voilà, une image extrêmement saisissante qui vous donne vraiment cette impression de la tour où l'on surveille l'ensemble des cellules de détention. Il en existe toutefois une en France, selon un principe de plan circulaire, c'est la petite prison d'Autun. Alors c'est presque le panoptique parce que vous voyez qu'il n'y a pas la tour centrale. Comment est-ce qu'on a pu réaliser dans la seconde moitié du XIXe siècle cette petite prison? Tout simplement parce qu'on est à une échelle assez petite.
On n'a pas beaucoup de cellules, donc on peut se permettre de créer cette couverture difficile que j'évoquais. Et puis ce qui est intéressant avec ce bâtiment, c'est que les cours de promenade, puisque là, en Europe, on va tout de suite créer des bâtiments élevés en étage, et non pas de façon extensive comme aux États-Unis, on va aller placer les cours de promenade, vous voyez, sur le toit. Vous avez les cours individuels pour se promener à l'air libre. Il y a un autre exemple tout près de chez vous, la prison de Niort, qui est toujours en activité à l'heure actuelle et qui, elle, se présente selon un plan demi-circulaire. En fait, c'est une moitié de panoptique où on retrouve bien donc, notre tour centrale de surveillance et puis, vous voyez, l'étagement de cellules. Bien sûr, le principe est plus important que sa réalité matérielle, puisqu'il est impossible vraiment de pouvoir voir à l'intérieur de la cellule jusqu'aux profondeurs de la cellule. Mais ce principe d'avoir cette visibilité maximale va retenir l'attention. Et si on ne peut pas construire ce fameux bâtiment circulaire idéal, on va transposer le principe de surveillance depuis un point central de la cellule directement vers le couloir de surveillance. Et là, je vous montre une réalisation anglaise, la prison de Pentonville. Vous avez, au point de jonction des aides de détention, notre fameux point central de surveillance ou d'inspection, et on a une visibilité dans les couloirs intérieurs, les fameuses galeries qui montent jusqu'au plafond, on a une visibilité sur le couloir, plus sur chaque cellule. Voilà. Et c'est ce plan rayonnant, qu'on va souvent qualifier à tort de panoptique. Voilà. Mais il n'est pas exactement panoptique. Il prend pour lui le principe d'une surveillance centralisée. Alors, les observateurs qu'on aura envoyés aux États-Unis reviennent absolument convaincus à la fois par le système cellulaire, mais aussi par le système pennsylvanien, donc celui qui enferme de jour et de nuit. Une circulaire en 1836 va imposer, pour toute nouvelle construction de maisons d'arrêt en France, l'adoption de ce principe d'enfermement cellulaire absolu. C'est-à-dire que les organes chargés de l'examen des projets, alors là, on a dit qu'on était au niveau départemental, on élabore avec l'architecte départemental un projet, et celui remonte au niveau du pouvoir central auprès du Conseil des bâtiments civils, qui est chargé de faire ses remarques et de donner des retours sur tous les projets d'architecture publique en France. Donc le projet ne sera approuvé que s'il est cellulaire. Et quelques années plus tard, en 1841, comme les architectes départementaux sont assez désemparés par rapport à ce programme architectural qu'ils ne connaissent pas, notamment un programme cellulaire, on va leur envoyer un atlas de plans modèles, l'atlas du Châtel, qui leur donne des exemples de prisons. Des exemples qui sont intellectuels, c'est-à-dire que ce sont des plans idéaux qu'eux vont devoir adapter aux parcelles, au terrain et puis à la réalité urbaine de leur ville. Ces préconisations vont avoir un effet pervers, on y reviendra, parce que le fait de bloquer tout autre projet possible qui ne serait pas cellulaire, ça va effrayer beaucoup de départements qui vont se dire « Mon Dieu, combien ça va me coûter ?» parce que c'est le nerf de la guerre, l'argent. Et au contraire, par rapport au processus de reconstruction qu'on attendait, de renouvellement du parc immobilier qui était ancien, ça va freiner en fait les choses. Ils vont préférer raccommoder avec des bouts de ficelle les bâtiments existants plutôt que de sauter le pas du cellulaire. Parallèlement à cela, on a un autre principe qui est celui du retour à la terre qui est aussi mis en avant. Là, il ne s'agit plus de question de cellulaire. Il s'agit de se dire que la délinquance se développe principalement en milieu urbain et que si on arrache ces individus à leur milieu urbain et qu'on leur fait travailler la terre, ils vont d'autant mieux se régénérer et offrir le visage que la société attend d'eux. Donc on développe cette idée de colonie pénitentiaire, notamment pour les enfants. Et l'exemple type de ce modèle, c'est l'exemple de Métré, en Indre-et-Loire, dont l'architecte est justement Guillaume Abel-Blouet, qui était parti aux États-Unis relever les plans des prisons. Alors bon, il n'a pas ramené le modèle cellulaire à Métré, mais en tout cas, il a une réflexion sur l'enfermement. Le principe est tout différent de ce qu'on a vu auparavant. Il s'agit de recréer une sorte de communauté idéale. C'est le principe du village, avec une agora, cette place centrale que vous voyez sur la vue et sur le plan. Et notez bien que tout cela est dominé par l'Église. Encore une fois, c'est une régénération morale par la religion qu'on attend aussi du détenu.
Cette colonie pénitentiaire, pourquoi je vous en parle? Alors, on est dans les années 1830, vous voyez qu'on est à peu près au même moment que la fièvre cellulaire, parce que vous en avez une aussi sur le territoire de la Vienne, qui est la colonie agricole de Saint-Hilaire. Alors là, j'ai retenu la date de 1842, mais il me semble que dans l'exposition, j'ai vu une date un peu plus tardive. Il faudra peut-être corriger. Mais en tout cas, on crée, sur le même modèle que Maitret, cet espace où on va régénérer les jeunes, puisque la priorité va à ces individus qu'on va pouvoir amender. Le jeune est encore malléable et va peut-être pouvoir se réinsérer d'autant mieux. Ce sont des structures qui auront une vie très longue, puisque encore dans les années 1930, elles seront en usage, en ayant plusieurs fois changé de nom. On appellera ça maison d'éducation correctionnelle, école de réforme. Voilà, la terminologie gomme au fur et à mesure l'aspect carcéral, même si dans les faits, on relit Jean Genet, ça n'était pas autre chose que carcéral. Ce principe de colonie agricole pour les enfants va être généralisé à l'échelle de la France par une loi de 1850. Alors pour ce qui est donc de construire de nouvelles prisons cellulaires, certains départements vont être pionniers et vont mettre beaucoup de moyens dans ces nouvelles constructions. D'autres, par contre, comme je vous le disais, vont plutôt traîner les pieds. Paris, bien sûr, se doit de donner l'exemple. Et dès 1825, on va lancer un grand concours pour une prison modèle qui sera par la suite appelée la prison de la Petite Roquette, qui au départ était une prison destinée aux condamnés, prévenus et condamnés femmes, et qui au final sera une prison d'enfants. Donc on retrouve notre principe d'un enfermement, cette fois-ci c'est avant la loi de 1836, la circulaire de 1836, donc on a un enfermement en commun le jour et en cellule la nuit. Donc là, les plans sont peut-être un peu difficiles à lire, on va passer peut-être, pour que vous voyez mieux, à cette vue, où on a ce principe rayonnant, avec notre point central de surveillance, on y reviendra. Et pour ce qui est de l'esthétique, vous aurez noté qu'aux angles, on a cet effet de tour. L'esthétique du château, le bâtiment fort, reste marquante dans l'esthétique générale extérieure de la prison. Ici, vous avez une vue de la façade, et là, vous voyez en situation, une fois construite, ces fameuses tours d'angle. Pour ce qui est de l'organisation intérieure, vous avez des couloirs. Là, on ne choisit pas ce modèle avec le couloir qui s'étend du sol au plafond d'un étage à l'autre, mais on voit l'alignement des cellules. Et une photographie qui vous montre la manière dont la cellule se conçoit, tout simplement, comme une chambre, avec une fenêtre normale. Et vous aurez noté aussi le seau hygiénique, petit détail. Ça, c'est une photo des années 1930, c'est-à-dire que ça n'a pas beaucoup évolué entre 1825, inauguration 1836, et les années 30, où on n'a pas prévu, au moment de la conception, ce grave problème, je vous le redis, de l'évacuation des déchets. Donc le seau hygiénique. Mais après-guerre, l'état des prisons après la Seconde Guerre mondiale, on a encore ce que les surveillants appelaient les tinettes, c'est-à-dire le pot de chambre. Ici, une vue à vol d'oiseau qui va vous marquer, puisque si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit sur le panoptique, cette prison, elle se veut panoptique. Seulement, il y a un problème quand même. Vous voyez bien que vous avez une déconnexion totale des ailes de détention du bâtiment central. C'est-à-dire que là, vous avez des passerelles qui vous permettent d'y aller, fermées par des portes. Donc, si vous voulez, là, c'est très satisfaisant d'un point de vue intellectuel lorsque vous regardez le plan sans trop le regarder dans le détail, c'est-à-dire qu'on a l'air que c'est bien rayonnant, et en réalité, ça n'est pas du tout panoptique. Le surveillant, il ne voit rien de ce qui se passe dans les couloirs de détention. Ça, c'est quelque chose qui est assez marquant dans l'architecture carcérale, c'est quelque chose qui soit satisfaisant intellectuellement, qui fasse système et une sorte de machine à régénérer l'individu. Quelques années plus tard à Paris, après la fameuse circulaire de 1836, on va passer à un enfermement donc absolu, de jour et de nuit. On crée donc la prison de Mazas, qui va connaître une gestation très longue, puisqu'il va falloir plus de 15 ans pour arriver au projet définitif, non pas tant dans sa forme générale que dans ses dispositifs techniques. Là, vous avez donc ce fameux plan rayonnant, qui n'est pas sans rappeler Pentonville en Angleterre que je vous montrais tout à l'heure. Vous êtes peut-être intrigué par les roues que vous voyez entre les ailes de détention. Eh bien, ce sont les promenoirs cellulaires, puisque, contrairement aux États-Unis, donc on ne met pas en connexion directe la cour de promenade avec la cellule, puisque là, on va construire en étage, mais on va déplacer les individus pour la promenade et on va les mettre dans une petite portion de camembert.
D'ailleurs, c'est comme ça que les détenus appelaient ces promenoirs les promenoirs camembert, hein, comme le Trivial Poursuite. Voilà. Donc l'idée, vous voyez, c'est une prison qui se compose essentiellement de cellules, puisque tout va se passer dans l'espace de la cellule. Outre, bien sûr, ce que vous avez là, c'est le bâtiment d'administration, d'entrée, les services généraux. Là, le principe d'une surveillance depuis un point central est opérationnel. Hein. Rien n'empêche la visibilité dans la galerie de détention. Une vue de la façade, il faut savoir que la prison de Mazas à Paris se trouvait en face de la gare de Lyon. Ce n'était pas la même gare de Lyon, mais c'était à cet endroit-là que ça se situait. Et d'ailleurs, cet aspect très impressionnant lorsqu'on débarquait de la gare, avec cet alignement, ce grand mur d'enceinte, a fait qu'on a détruit la prison de Mazas à la fin du XIXe siècle, en préparation de l'exposition universelle, parce qu'on considérait que cette porte de ville de la gare, c'était une nouvelle porte de ville, hein, la gare. On tombait sur cette prison qui n'était pas du tout un accueil chaleureux à Paris pour l'exposition universelle. Quelques images intérieures de cette prison de Mazas, où vous voyez les galeries de cellules. Et puis, ce que vous avez sur la droite, c'est l'hôtel, c'est la chapelle. En fait, on se sert du point central de surveillance au niveau de l'étage, parce qu'au rez-de-chaussée, vous avez bien votre bureau avec les surveillants qui regardent ce qui se passe au rez-de-chaussée. Et à l'étage, on place le prêtre. Alors, comment ça marche ? En fait, pour éviter de déplacer les détenus, on va créer un système de serrures et de charnières des portes qui permettent de les entrebâiller. Donc, si vous vous souvenez du plan, en fait, vous avez les portes qui vont être toutes ouvertes. Bien sûr, le détenu ne peut pas sortir, hein, il y a quelque chose qui retient la porte, mais par contre, il va pouvoir apercevoir le prêtre au centre, au niveau du point central, sans pour autant voir ses co-détenus. C'est-à-dire que c'est ça qui est important, c'est de ne pas permettre de communication entre les individus. Donc il ne peut voir que le prêtre, enfin il l'aperçoit, au mieux il l'entend, et encore ce sont des espaces extrêmement sonores, donc dans les faits c'est une sorte de cacophonie, surtout quand on montrera l'anticléricalisme, où là on huera le prêtre pendant la messe, voilà, c'est comme ça que ça se passera en réalité. Mais d'un point de vue intellectuel, hein, vous voyez qu'on est toujours bien raccord avec cette idée de régénération morale, d'enseignement de la parole, des évangiles. Quelques dessins qui vous présentent donc comment se trouve cette cellule de Mazas. Donc vous avez le matelas qui est roulé pendant la journée, parce que ce qu'il y a ici, vous l'aurez noté, c'est l'absence du lit, on va utiliser un hamac. Le hamac est tendu entre les deux parois de la cellule et on met le matelas pour dormir, et on libère l'espace pour la journée puisque le détenu doit travailler. Voilà. Vous aurez noté aussi la présence d'un siège d'aisance. Alors, dans l'exposition, vous avez un projet plus tardif pour Poitiers, où on est sur une amélioration de la tinette, vous irez voir là-bas. C'est-à-dire qu'en prison aussi, une des choses importantes, c'est que le détenu ne doit pas avoir accès à tout, parce que potentiellement, il peut dégrader l'élément, il peut s'en servir pour agresser le surveillant ou pour s'échapper. Donc, il y a des aspects de sécurité qui sont très importants. Donc, le système qui est développé à Poitiers en 1875, c'est dans l'épaisseur du mur, on va pouvoir sortir la tinette avec un rail. Donc la tinette ne peut pas sortir du rail pour que le détenu ne s'en empare pas. Et ce sera facile pour évacuer les matières. Ici, on va imaginer un système où on a une tuyauterie. Là, il n'y a pas de tuyauterie dans le système poitevin. Là, dès les années 1850, avant 1850, on imagine donc des tuyaux qui vont emmener, comme chez nous, en fait, dans les profondeurs, les matières excrémentielles. C'est plus facile à vous montrer en coupe, puisque vous voyez que chaque cellule superposée, vous avez le conduit, et puis dans les profondeurs, on a un tonneau qui reçoit tout ça. Voilà. Et il faut évacuer tous les jours les tonneaux. Il y a des systèmes de rails en sous-sol, hein, et ça nous paraît bizarre, mais à l'époque, il y a d'intenses débats sur le fait que est-ce qu'il faut qu'il y ait de l'eau ou pas ? Est-ce que je vais être capable, avec mon dispositif technique, d'évacuer l'eau ? Est-ce que ça ne va pas se boucher ? Ce sont des problèmes qui occupent beaucoup, y compris les chimistes de l'époque, puisque se pose aussi une question de circulation d'air dans la cellule et de ne pas laisser un air vicié. Donc, à Mazas, il va y avoir des expériences. D'ailleurs, on va utiliser la conciergerie comme terrain d'expérimentation avant de passer à la réalisation à Mazas, d'entraînement de l'air vicié et de renouvellement de l'air.
Et ce sont les plus grands chimistes de l'époque qui vont s'occuper de ça, à la fois le chauffage et le système d'aération, à tel point que le document que je vous montre là, il est paru dans un traité de la chaleur sur le système de chauffage de l'époque. Alors on a peine à l'imaginer aujourd'hui, mais les prisons vont être un terrain d'expérimentation, un laboratoire pour l'amélioration des dispositifs de confort. Parce qu'il faut bien voir que tandis qu'on réfléchit à installer un siège d'aisance dans chaque cellule, 1200 cellules, 1200 sièges d'aisance, les Parisiens, eux, vont encore au fond de la cour. Ils n'ont pas du tout de toilettes dans les étages. Même chose pour l'alimentation en eau, ils doivent souvent aller chercher l'eau à la fontaine, qui est dans la rue. Ici, on va amener de l'eau courante jusqu'à la cellule, ce qui est absolument impensable pour des classes populaires à l'époque. Comme je vous le disais, il est question donc d'amener dans tous les aspects de la vie quotidienne des détenus la séparation individuelle qui va s'appliquer donc au parloir et au promenoir. Là, vous en avez des photos pour voir un petit peu comment ça se passe. Je m'aperçois que je suis assez lente, vous me couperez. Cette question de l'enfermement cellulaire individuel et continu va bien sûr être sujet à crainte, évidemment, puisque ce sont des individus auxquels on va appliquer cet isolement et qui n'en ont pas l'habitude. Est-ce qu'un individu tout seul en permanence va supporter cet enfermement? Donc les médecins vont se pencher sur le cas de Mazas, scruter les réactions des individus, voir les taux de suicide, et à un moment donné, il va y avoir des craintes sur la santé mentale des détenus. Ici, vous avez un dessin de détenu qui est bien postérieur, mais qui montre bien cette idée avec le fameux promenoir camembert, où on a un effet comme ça de rétrécissement qui, évidemment, influe sur le moral du détenu. Du coup, on va voir un petit peu, on va changer son fusil d'épaule, puisqu'on va revenir un petit peu en arrière. On ne va plus promouvoir le système d'enfermement absolu, notamment pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, d'effets pervers qui avaient freiné le renouvellement du parc immobilier. Donc on va se dire, OK, on abandonne le cellulaire temporairement, on autorise simplement à ce que les prisons soient séparées en différents quartiers, c'est-à-dire les fameuses séparations que j'évoquais entre les prévenus, les condamnés, les hommes, les femmes, les jeunes et les vieux. Et on va créer à Paris un bâtiment qui est la synthèse de ces hésitations. On va dire que pour les prévenus qui passent peu de temps en détention dans l'attente du procès, on peut créer cet enfermement continu, mais par contre, pour les condamnés, on va créer l'enfermement mixte, donc cellulaire la nuit et en commun le jour. Ce qui donne cette forme architecturale où vous avez le fameux panoptique, entre guillemets, la forme rayonnante pour les prévenus, et puis quelque chose qui s'apparente davantage à une architecture de type conventuel, de bâtiments élevés sur cour, pour l'architecture liée au système d'Auburn. Voilà, une vue de la prison de la Santé. Je vais passer assez vite. Ici, vous avez l'aménagement de la cellule individuelle, de jour et de nuit, celle-là. L'image l'image de droite est de 1945, ce qui vous montre qu'il y a peu de différence entre 1867 et 1945 dans l'aménagement intérieur. Et d'autres éléments, donc les promenoirs, et aussi pour faciliter la distribution des repas, on va créer ces systèmes de ponts roulants qui filent sur les barres d'appui au niveau des coursives pour pouvoir faciliter la distribution des repas, puisqu'il y a assez peu de place, juste la place en fait de l'ouverture de la porte pour des raisons de sécurité, pour distribuer les repas. Du côté auburnien, on a des cours normales de promenade, des cours même plantés à l'époque, et une cellule qui se présente dans des dispositions beaucoup plus simples. Ici, une image des ateliers de travail dans le système auburnien, la prison des condamnés, des ateliers qui sont vastes, aérés, conformes aux normes de l'époque, et puis les réfectoires qui servent également de salle de classe. Voilà. Ici, vous avez le dispositif de chapelle qui est assez complexe puisque l'architecte imagine que ce bâtiment que j'ai mis en jaune, qui est la connexion entre les deux quartiers, va pouvoir servir aux deux quartiers en même temps, à savoir que le dispositif que j'évoquais tout à l'heure avec Mazas, c'est-à-dire l'hôtel qui domine les différentes galeries, va servir de cœur à une chapelle où les condamnés seraient en commun. Et c'est l'autre gravure que vous avez où les condamnés entendraient la messe qui serait dite dans l'autre quartier. C'est totalement utopique, et le préfet de police dit non, ça c'est pas permis, il y a possibilité de
comment dire, de communication entre prévenus et condamnés, on abandonne tout ça. Mais d'un point de vue intellectuel, c'était très séduisant et on avait passé sur ce dispositif avait été accepté dans un premier temps par les décideurs. Le triomphe du cellulaire arrive à la fin du XIXe siècle avec une loi, 1875, où là on va à nouveau imposer le régime cellulaire pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde, pas exactement. En fait, pour les prévenus et les condamnés à des courtes peines, qui bénéficieront d'ailleurs d'aménagement et de raccourcissement de la peine s'ils acceptent de se soumettre à l'enfermement cellulaire. Donc on reconnaît les effets que peut produire le cellulaire sur l'individu. La prison qui est emblématique de ce cellulaire absolu, c'est la prison de Fresnes à Paris, enfin en banlieue parisienne, qui est bâtie sur un plan qu'on a appelé, alors là c'est un peu les termes techniques, en pôle télégraphique, à savoir ce couloir central, et puis vous voyez, vous avez des ailes de détention. C'est juste une dilatation du point central d'inspection. C'est-à-dire qu'on n'a plus un point central, on a un couloir central d'inspection. Mais on garde bien cette idée d'une visibilité maximale sur les couloirs. La division entre les différentes ailes, ce sont les promenoirs individuels. Là, je vais assez vite. Vous voyez la vue générale. Voilà, je passe. Les galeries, parce que là, on va passer carrément à rez-de-chaussée plus 4 étages. Et puis l'aménagement de la cellule, où là... dans le courant du XIXe siècle se développe ce qu'on a appelé la science pénitentiaire, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre scientifiquement comment ça marche une prison, comment est-ce que je peux aboutir au résultat. Et là, on est au maximum de l'aménagement millimétré de la cellule, c'est-à-dire absolument tout est mesuré, prévu par l'architecte. Et ensuite, ces préconisations vont être envoyées dans tous les départements pour qu'ils puissent construire les bâtiments. Voilà, je passe. Voilà, la fameuse cour de promenade. Et puis, un autre dispositif qui est assez impressionnant, la chapelle. Alors, il y a deux manières de séparer les individus. Soit vous ne leur faites pas quitter la cellule, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, soit vous les déplacez, mais pour maintenir la séparation des individus, vous créez ce qu'on appelle des chapelles cellulaires ou alvéolaires, où on va créer ces espèces de box dans lesquelles le détenu ne peut voir que l'officiant qui procède à la messe. Alors, je ne sais pas si ça a été réalisé, mais en tout cas, à Poitiers, on a eu un projet de ce type de chapelle. Voilà. Là, vous avez une vue assez saisissante, puisque c'est à la fois la messe, mais aussi des conférences édifiantes, notamment là, une conférence contre l'alcoolisme. L'autre carte postale que je vous montre un détenu qui a un capuchon sur la tête. Alors, la prison de Fresnes est assez fascinante parce qu'à la fois, c'est l'aboutissement de cette scientificité, cette technicité de l'isolement individuel, et en même temps, on arrive à la faillite de l'architecture, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas séparer les individus tout le temps, à tout moment, notamment dans les déplacements des groupes pour aller à la promenade. Donc, pour maintenir le fait de ne pas pouvoir communiquer, on va créer ce capuchon d'étamine qui permet donc de ne pas voir les autres individus. Donc à la fois de la technique et en même temps quelque chose qui paraît totalement archaïque avec ce capuchon que les détenus devaient avoir sur la tête. Pour ce qui est de la province, parce que là on n'aura pas ce type de bâtiment, c'est 2000 détenus ailleurs, c'est lié à Paris, on va envoyer des projets spécimens et notamment celui-ci, dont me paraît inspirée très fortement la prison de Poitiers, celle de la Pierre Levée. Il y a plusieurs projets. Alors moi, j'ai un projet qui est différent de celui qui est présenté dans l'exposition. Le voici. Là, on voit qu'il a suivi à la lettre le plan type qu'on lui proposait. C'est vraiment flagrant. Et vous pouvez apercevoir la fameuse chapelle que j'évoquais, qui est dans un des bras du Y. Voilà, la chapelle. Quelques vues intérieures de la prison à la toute fin du XIXe siècle. Voyez aussi le temps long pour mettre en œuvre les projets, puisque cette prison, en réalité, on pense à elle depuis 1875 et la loi, mais elle ne sera réalisée qu'à la fin du XIXe siècle. Je pense que le département de la Vienne a souvent été de ceux qui traînaient les pieds sur la question du renouvellement du parc immobilier. Je suis assez fan du traitement de la porte d'entrée qui est des plus minimalistes. Je pense qu'on ne peut pas faire moins d'ornementation ou pour symboliser la monumentalité de cette porte d'entrée. Une petite planche également ici sur les aménagements intérieurs.
Et pour vous montrer qu'elle n'est pas du tout seule de son espèce, là je vous montre 2 autres exemples qui sont tout à fait contemporains de cette prison, où on a notre plan en Y. Les promenoirs cellulaires au bout des ailes ont disparu entre-temps, au cours du XXe siècle. Là, pour le coup, à Douai, on a l'influence belge, donc on a beaucoup plus d'ornementation dans la porte d'entrée. Et une autre ici à Caen, qui nous montre en situation cette fameuse chapelle alvéolaire qui peut-être a existé à Poitiers. Ça, c'est vous qui pourrez peut-être me dire. Voilà. Au début du XXe siècle, on va avoir une chute très importante en fait, du nombre de détenus, notamment liée aux conséquences de la Première Guerre mondiale. On a beaucoup moins de personnes à enfermer, on a beaucoup moins besoin de tribunaux et de prisons, donc on va supprimer en 1926 les tribunaux et prisons d'arrondissement. Parce qu'il y avait le siège du département, mais il y avait aussi des petites prisons, donc à Montmorillon, Civray, Châtellerault, et l'autre m'échappe, Loudun, voilà. Celles-ci vont disparaître, et là je vous mets une vue de celle de Châtellerault, qui avait été installée dans un ancien hôtel particulier, c'était aussi une option de bâtiment réaffecté. Et j'ai découvert, donc, en faisant les recherches, que c'était actuellement l'Office du tourisme. Bon, très transformé, puisque les 2 ailes, vous voyez, en retour, ont été supprimées. Et on a magnifié, bien sûr, la façade renaissance du bâtiment. Voilà, n'hésitez pas à me couper. Oui, 5 minutes. Très bien. Alors, bon, je vais faire le 20e siècle en 5 minutes. C'est vrai que c'était ambitieux. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, la propriété des bâtiments change de main. C'est-à-dire qu'auparavant, chaque département faisait sa politique dans son coin. Après-guerre, l'État récupère la propriété de tous les bâtiments pénitentiaires. Auparavant, elle n'avait que les maisons centrales. Et va se mettre en œuvre une politique qui est à la fois une réforme en profondeur du système pénitentiaire et une politique de reconstruction des bâtiments. C'est ce qu'on a appelé donc la réforme Amor, qui visait à accentuer la réinsertion sociale du condamné. C'était ça l'objectif. Il fallait que le condamné puisse réintégrer le corps social avec une formation professionnelle, avec des perspectives d'avenir. On institue aussi les assistantes sociales en milieu pénitentiaire et on instaure ce qu'on appelle le régime progressif, c'est-à-dire que votre peine va évoluer au fil de votre détention et il y a une individualisation de la peine, c'est-à-dire que c'est différent pour chacun suivant la manière dont il réagit au traitement, à la manière dont il vit l'espace, enfin le temps de la peine. Les modèles architecturaux qui sont mis en place, là on assiste vraiment à un renouvellement architectural qui n'avait pas eu lieu finalement depuis la fin du XIXe siècle. C'est un architecte qui va pouvoir faire les choses à l'échelle nationale, puisque tous les bâtiments appartiennent à l'État, Guillaume Gillet, et il propose une nouvelle vision de l'architecture pénitentiaire, enfin nouvelle et pas nouvelle, puisque là, vous voyez très bien le point central de surveillance. Je crois qu'il n'y a pas besoin de trop insister. Par contre, lui, il va inventer des espaces pour la formation professionnelle et il va créer ce principe assez intéressant de mur habité. Vous avez le mur d'enceinte. Au XIXe siècle, on n'a pas le droit d'adosser un bâtiment au mur d'enceinte parce qu'on considère que ça va être une facilitation de l'évasion. Là, en créant donc ces ateliers contre l'enceinte, ça efface le mur d'enceinte et donc psychologiquement, ça n'est pas la même chose que lorsque vous êtes dans un milieu carcéral classique. Il va développer cette idée avec son projet majeur qu'on retient, celui de Fleury-Mérogis, où vous retrouvez ce principe de mur habité, mais avec tout ce que je vous ai dit, vous allez reconnaître quand même beaucoup le panoptique. Le panoptique même poussé à l'extrême avec ce bâtiment central qui est en fait le bâtiment des services généraux. Et puis vous avez des mini-panoptiques tout autour avec ce qu'on appelle des tripales, c'est-à-dire les ailes de détention triples. C'est chacun comme si vous aviez une petite maison d'arrêt à l'intérieur d'un gigantesque ensemble de 3500 détenus. C'est la plus grande prison d'Europe à l'époque. Voilà. Du point de vue de l'aménagement intérieur, alors là, vous avez une différenciation des circulations, c'est-à-dire que les détenus empruntent une passerelle pour aller aux ateliers. Vous voyez le grand mur qui est là pour éviter les évasions. Et puis l'atelier qui bénéficie, vous voyez, de grandes verrières pour vraiment installer des machines conséquentes. Puisque le grand problème pour ce qui est du travail des détenus, c'est que lorsqu'on est passé au système cellulaire, si on introduit le travail dans l'espace de la cellule, on ne peut pas réaliser des travaux sur des machines imposantes, on ne peut pas faire de travaux bien intéressants. Et ça va se résumer à enfiler, faire des pinces à linge comme on voit dans les films, ou enfiler des petites étiquettes de vêtements, ou faire des poupées, voilà.
Je passe très vite sur la question de la technique architecturale, puisqu'on va construire cette prison comme les grands ensembles à l'époque, à l'après-guerre. C'est la préfabrication, où vous voyez, on a des modules qui viennent s'insérer dans la structure générale en béton. L'une des choses à retenir dans les innovations qu'apporte Gilet, c'est la fenêtre qui va du sol au plafond. Vous voyez ces petites croix qui sont divisées en fait entre 2 cellules. Ça, c'est une innovation parce qu'on aura plutôt tendance dans l'univers carcéral du 19e siècle à cacher la vue. C'est-à-dire que le détenu ne doit pas voir ce qui se passe à l'extérieur. Donc il voit uniquement le ciel. Lui, Guillaume Gilet, lui permet de voir ce qui se passe en bas. Bon, ce qui se passe en bas, c'est ce qui se passe dans la prison, hein, vu la manière dont est organisé l'ensemble. Mais c'est quelque chose de symboliquement intéressant. Parmi, je vais très vite finir, hein, pas de souci. Parmi les expériences intéressantes, il faut attendre les années 80 ensuite pour avoir quelque chose de novateur, avec la prison de Mozac par Christian de Monchy et Noël Jeannet, où là, on repart sur une idée du village, de la place de village, de l'agora, dans laquelle vont se croiser à la fois les surveillants et les surveillés. Et puis au départ, dans le projet initial, il n'y a pas de murs d'enceinte, c'est une prison ouverte. Et le détenu lui-même a la clé de sa cellule. Alors, c'était une expérience intéressante qui était inspirée des modèles d'Europe du Nord dont on parle souvent, mais qui a été réservée tout de suite à une classe de détenus très particulière, puisqu'on mettait là les délinquants sexuels qui posaient peu de problèmes de sécurité, et puis c'était bien sûr pour des longues peines, les gens savaient qu'ils étaient là pour longtemps. Donc c'est l'une des 2 prisons où on avait ce principe ouvert. Voilà. Une expérience qui n'a eu aucune suite, puisque dès le lendemain de cette expérience, en fait, dans les années 80, on est passé à l'expérimentation des fameux partenariats public-privé. Ça ne s'appelait pas comme ça encore à l'époque, hein, c'était les partenariats conception-construction entre un constructeur et un architecte. Et là, on a eu un principe d'efficacité et de renouvellement rapide du parc immobilier. Ils ont partagé la France, vous voyez, entre 4 équipes. Et là, c'est ce qu'on a appelé les chalandonnettes, parce que le ministre, c'était Albin Chalandon. Et ça a donné lieu à une extrême standardisation des formes et des prisons qui ont été assez vite construites et assez mal construites, il faut le dire, et qui étaient posées vraiment comme des prisons Playmobil, hein, qu'on reportait sans plus aucune liaison avec l'implantation urbaine, adaptation au site, et puis qu'on est allé emmener très loin. C'était plus l'architecture périphérique que j'évoquais au début, hein, c'était presque la prison en race campagne. Et vous voyez, standardisation absolue des formes, hein, on reproduit, il n'y a que la couleur qui change. Ça, c'est très intéressant dans l'architecture carcérale contemporaine parce que le millefeuille des normes de sécurité s'est tellement complexifié. En fait, on a de plus en plus de normes de sécurité à respecter pour les architectes, ce qui fait que la part de créativité devient de plus en plus réduite pour eux et passe aujourd'hui beaucoup par la couleur. Et là, je vous présente, pour finir, Poitiers-Vivonne, hein, qui est la prison de Poitiers maintenant. C'est ce qui frappe, hein, dans les plaquettes, c'est cette surabondance de couleurs. On a l'impression parfois d'être dans des crèches, mais c'est une prison. En termes de plan, j'avais visité une prison de cette génération avec un architecte allemand qui me disait « mais c'est chaotique », avec son accent allemand, parce qu'il y a des normes qui font que le plan n'est plus vraiment lisible, c'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle en détention des normes de non-covisibilité. C'est-à-dire que les bâtiments doivent être disposés de telle manière qu'on ne puisse pas voir un codétenu, ce qui fait que vous avez des bâtiments qui ont des angles qu'on ne peut pas vraiment changer, sinon on a ce principe de covisibilité. Et puis, on a une sectorisation des bâtiments. En fait, il n'y a plus de geste architectural, cette satisfaction intellectuelle que j'évoquais, qui avait eu ses effets pervers, mais plutôt un bâtiment technique, une machine à enfermer. On appuie sur un bouton finalement avec toutes ces normes et la forme sort sans principe organisateur général. Bon. Si ce n'est quelque chose qui s'est répandu, qui est une organisation, un déploiement en fait depuis l'angle du terrain. L'angle se fait dans l'angle, l'entrée se fait dans l'angle, et puis vous avez le bâtiment d'administration, celui qui apparaît avec le toit bleuté, puis les services communs de la prison, et ce que vous avez qui ressemble un peu à des ailes de papillon, ça c'est les quartiers de détention. Et alors qu'on avait combattu des bâtiments gigantesques avec énormément de détenus, on retrouve finalement ce phénomène, mais avec des établissements qui se retrouvent sous une même enceinte. Là, vous avez à la fois maison d'arrêt des hommes, maison d'arrêt des femmes, quartier de détention. Donc, c'est des unités peut-être plus réduites chacune, mais qui participent d'un grand ensemble. Et ça pose aussi des problèmes en termes d'accessibilité aux détenus des espaces généraux qui sont mutualisés dans ce système, hein, notamment pour ce qui est des ateliers, des infrastructures sportives. Et on se retrouve parfois avec des détenus qui ont un accès moindre que dans les établissements anciens,
parce qu'il faut que tout le monde passe sur le terrain de sport ou dans la salle d'activité. Alors, quelques images encore pour vous montrer l'intérieur. Alors bien sûr, il y a eu une réévaluation en termes de normes de confort qui était nécessaire. Donc vous voyez à quoi ressemble une cellule aujourd'hui avec un bloc sanitaire qui est intégré, c'est-à-dire non seulement le siège d'aisance mais également la douche. Le détenu va pouvoir aller à la douche quand il veut. Et puis un certain nombre de services comme la télévision, le frigo, la plaque de cuisson qui n'existaient pas auparavant. Pour ce qui est de l'aspect, on a toujours nos alignements de portes de cellules. Et on retourne maintenant, peut-être que ce n'était pas encore le cas avec Poitiers-Vivonne, mais au principe de nef, qui est sécurisant pour les surveillants, qui avait un peu disparu après au XXe siècle. On voit son collègue en haut, on voit son collègue en bas. Vous avez aussi les salles d'activité et puis l'espace d'attente des familles. Globalement, pour ce qui est de l'architecture carcérale contemporaine, l'accent a été mis sur un meilleur accueil des familles, également aussi la formation professionnelle, la formation scolaire et les infrastructures sportives qui ont pris beaucoup d'ampleur dans les programmes actuels, notion qui évidemment était totalement absente des projets architecturaux contemporains du XIXe siècle. Voilà. Je suis désolée d'avoir été un peu longue, mais en tout cas, je vous remercie de votre attention.